Quelques heures à peine s'étaient écoulées depuis qu'Aurore avait poussé son premier cri. Dans la petite chambre d'hôpital au mur d'un blanc aseptisé, Isabelle, épuisée, contemplait le minuscule être endormi contre elle. Une joie fragile, presque douloureuse tant elle était mêlée d'appréhension, gonflait sa poitrine. Les traits fins de sa fille, la douceur de sa respiration, tout en elle était un miracle. Isabelle fredonna instinctivement une vieille berceuse, celle que sa grand-mère lui chantait, une mélodie douce amère qui parlait d'étoiles et de rivières protectrices. Ce court instant de grâce fut le dernier avant que la tempête ne s'abatte. La porte s'ouvrit sans douceur, révélant les silhouettes massives de son père, Charles, et de son frère aîné, Baptiste. Sa mère, Monique, les suivait, le visage fermé, les yeux fuyants. L'atmosphère s'alourdit instantanément, chassant la tiédeur intime de la pièce. Le regard de Charles était de glace. Cette chose, lâcha-t-il, la voix dure comme le marbre, en désignant le nouveau-né du menton, ne portera pas notre nom. Tu as sali notre honneur, Isabelle. Tu l'as traîné dans la boue. Chaque mot était une gifle. Isabelle sentit le sang quitter son visage. Monique, habituellement un refuge, même frêle, face à la sévérité paternelle, ajouta d'une voix brisée mais implacable, clairement sous l'influence des deux hommes. Tu as fait ton choix en t'ouvrant les cuisses au premier venu. Tu n'es plus notre fille. Baptiste s'avança, un sourire mauvais étirant ses lèvres. J'ai un peu préparé le terrain, petite sœur, susurra-t-il avec une cruauté calculée. Papa et maman savent maintenant quelle vie dissolue tu menais depuis des mois. Que ce type, le père, t'a abandonné après t'avoir soutiré le peu que tu avais. Pathétique. Il mentait effrontément, mais ses paroles trouvaient un écho favorable auprès de Charles, qui hochait la tête, le visage congestionné par la fureur. Elle espérait nous faire chanter avec ce bâtard, conclut Baptiste avec un ricanement. Puis, joignant le geste à la parole, il sortit d'un sac en plastique qu'il portait un simple sac poubelle noir et le jeta au pied du lit d'Isabelle. Tes affaires. Fais vite. L'humiliation était totale. Sous le regard impitoyable de son père et le sourire triomphant de son frère, Isabelle, tremblante de fièvre et de chagrin, commença à rassembler ses quelques effets. Ses mains étaient maladroites, son esprit anesthésié. Au moment où elle allait refermer le sac, Monique, dans un mouvement presque imperceptible, s'approcha. Elle détournait toujours le regard, mais sa main glissa rapidement dans celle d'Isabelle une petite liasse de billets froissés et une vieille médaille de baptême en argent, celle de sa grand-mère. « Prends ça, au moins. » murmura-t-elle si bas que seule Isabelle put l'entendre. Baptiste, aux aguets, vit le geste. « Qu'est-ce que tu lui donnes encore ? Elle ne mérite rien. » Il tenta d'arracher les objets, mais Monique, dans un éclair de défi aussi surprenant que fugace, repoussa sa main d'un geste sec avant que son masque de soumission ne retombe. « N'emporte rien qui vienne de cette famille. Tu es une étrangère ici, hurla Charles, sa voix résonnant dans le couloir. Le cœur en miettes, la berceuse brisée dans sa gorge, Isabelle prit Aurore délicatement dans ses bras et sortit de la chambre, franchissant le seuil comme on entre en exil. Elle se retrouva sur le trottoir froid, la nuit d'automne commençant à mordre. Les lumières de la ville, indifférentes, s'étalaient devant elle. Où aller ? La petite somme d'argent ne tiendrait pas longtemps. La peur, pure et glaciale, l'envahit. Elle serra Aurore plus fort contre sa poitrine, le petit corps chaud était son unique ancre dans ce naufrage. La berceuse de sa grand-mère lui revint aux lèvres, un murmure fragile contre le vent mauvais, un mantra de survie pour deux âmes abandonnées sous les étoiles indifférentes. La mélodie était tout ce qui lui restait de son passé, et la seule promesse qu'elle pouvait faire à l'avenir incertain de sa fille. Les premiers jours furent une descente aux enfers. Isabelle erra, Aurore blottie contre elle, trouvant refuge pour quelques heures dans des halls d'immeubles froids et impersonnels, chassée au petit matin par des concierges excédés. Elle finit par échouer dans un foyer d'urgence sordide, à l'odeur aigre de misère et de désinfectant. Là, au milieu du bruit et de la promiscuité, on lui vola le peu de vêtements de rechange d'Aurore et la moitié de la maigre liasse de billets que sa mère lui avait donnée. La faim la tenaillait, le froid s'insinuait sous ses vêtements usés. Pire encore, Aurore toussait, un rhume anodin qui, dans leur précarité, prenait des allures de menace mortelle. La petite brûlait de fièvre. L'épuisement et le désespoir rongeaient Isabelle.
L'idée terrible, honteuse, de confier Aurore aux services sociaux, juste pour qu'elle survive, commença à germer dans son esprit comme une plante vénéneuse. Elle la repoussait, mais la pensée revenait, insistante, à chaque quinte de tout de sa fille. Dans un dernier sursaut d'espoir, elle se souvint de Marc, le père d'Aurore. Il l'avait abandonnée sans un regard en apprenant sa grossesse, mais peut-être aurait-il un sursaut de conscience? Elle utilisa ses dernières pièces pour l'appeler d'une cabine téléphonique. Contre toute attente, il accepta de la rencontrer. Une lueur d'espoir, infime mais brûlante, s'alluma en elle. Ils se virent dans un café impersonnel. Marc parut presque compréhensif, posa quelques questions sur le bébé, laissa entendre qu'il pourrait l'aider, pour l'enfant, bien sûr. Il lui offrit même un café, lui demanda si elle avait de quoi tenir quelques jours. Naïvement, Isabelle lui montra le reste de l'argent de sa mère. Il hocha la tête, promit de revenir avec plus dans 1 heure. L'heure passa, puis 2. Marc ne revint jamais. Isabelle comprit, avec une nausée amère, qu'il l'avait non seulement abandonnée une seconde fois, mais qu'il l'avait aussi délibérément dépouillée de ses derniers sous, profitant de sa détresse. Ce fut le coup de grâce. Elle était seule, sans argent, avec un bébé malade. Le monde s'effondra. Anéantie, elle s'assit sur un banc public, dans un petit square balayé par un vent glacial. Aurore gémissait faiblement dans ses bras. Isabelle pleurait en silence, les larmes gelant sur ses joues. C'est alors qu'une femme s'arrêta devant elle. Grande, le dos droit malgré son âge visible, des cheveux gris argentés relevés en un chignon sévère, elle la dévisageait d'un air d'abord méfiant. C'était Madame Geneviève, la propriétaire d'une vieille librairie du quartier. Son regard perçant s'attarda sur le visage défait d'Isabelle, puis sur le petit paquet emmailloté. Soudain, ses yeux s'accrochèrent à la médaille de baptême, que le mouvement d'Isabelle pour calmer Aurore avait découverte. Un pli étrange se forma au coin des lèvres de la vieille dame, comme si elle reconnaissait quelque chose. « Cet enfant a de la fièvre », dit-elle d'une voix plus bourrue qu'agressive. Sans attendre de réponse, elle ajouta « Venez ». Submergée, incapable de réagir, Isabelle la suivit. Madame Geneviève l'emmena dans l'arrière-boutique de sa librairie, un havre de paix odorant le papier ancien et le thé chaud. Elle lui prépara une collation, prit Aurore avec une surprenante douceur, lui donna un bain tiède et la fit boire. Madame Geneviève ne posa pas de questions. Après avoir installé Aurore dans un vieux couffin trouvé au grenier, elle expliqua qu'elle ne pouvait pas héberger Isabelle indéfiniment. Mais, continua-t-elle en désignant une porte dérobée, il y a l'ancienne loge du concierge. Personne ne l'utilise depuis des années. C'est petit, sûrement sale. Si vous la nettoyez, vous pourrez y rester. En échange, vous m'aiderez un peu à la boutique, et ferez le ménage. Isabelle, à travers ses larmes de gratitude, ne put qu'acquiescer. La loge était minuscule, à peine plus grande qu'un placard, avec un point d'eau rouillé et une fenêtre crasseuse donnant sur une courette sombre. Mais c'était un toit, une protection contre le froid et la rue. C'était une chance, une étincelle dans les cendres de sa vie. Les jours suivants, tout en s'occupant d'Aurore qui se remettait doucement, Isabelle s'acharna à nettoyer la petite pièce. Elle gratta, lava, désinfecta chaque centimètre carré. C'est en déplaçant une vieille caisse oubliée dans un coin qu'elle trouva une petite boîte en fer blanc. À l'intérieur, quelques souvenirs jaunis, et une photographie. Elle représentait une Madame Geneviève bien plus jeune, tenant un bébé dans ses bras. Son sourire sur la photo était teinté d'une tristesse si profonde, si poignante, qu'Isabelle sentit son cœur se serrer. Elle comprit que cette femme forte et un peu rude portait elle aussi des blessures secrètes, une douleur ancienne qui expliquait peut-être sa compassion inattendue. Sans un mot, elle reposa la photo dans la boîte, et la boîte dans la caisse. Un lien silencieux, tissé de respect et de peine partagée, venait de se nouer entre les deux femmes. 5 années s'étaient écoulées, tissant un quotidien fragile mais précieux pour Isabelle et Aurore. La petite loge, autrefois sombre et humide, s'était métamorphosée en un nid douillet, vibrant des rires d'Aurore et de l'odeur des livres de la boutique voisine. À force de courage et de persévérance, Isabelle avait non seulement continué à seconder Madame Geneviève, mais elle avait aussi repris des cours du soir, décrochant un diplôme en comptabilité. Elle était devenue le pilier de la librairie, aux belles pages,
gérant les comptes avec une rigueur appréciée, organisant des rencontres avec des auteurs locaux et des après-midi de lecture pour les enfants du quartier. Aurore, à 5 ans, était une petite fille vive, curieuse de tout, les yeux pétillants d'intelligence, déjà une grande amatrice d'histoire, celle que lui lisait sa mère ou Madame Geneviève, devenue une grand-mère de cœur. Cette stabilité, Isabelle l'avait bâtie de ses mains, jour après jour, sur les ruines de son passé. Pourtant, ce fragile équilibre fut menacé par une nouvelle inattendue. Un projet de rénovation du quartier, lancé par la mairie, prévoyait la démolition de plusieurs vieux bâtiments, dont celui qui abritait la librairie. L'architecte en charge du projet, un certain Étienne Vasseur, devint rapidement l'ennemi public numéro 1 pour Isabelle et Madame Geneviève. Les premières rencontres furent tendues, Isabelle défendant avec une passion féroce ce lieu qui représentait bien plus qu'un gagne-pain, c'était son refuge, le symbole de sa renaissance. Elle voyait en Étienne l'incarnation froide et technocratique d'une menace qui risquait de tout anéantir une fois de plus. Il était l'homme des plans et des chiffres, elle était la gardienne des souvenirs et des mots. Contre toute attente, ce fut de cette confrontation que naquit une lueur. Étienne Vasseur, loin d'être le bureaucrate insensible qu'Isabelle avait imaginé, se montra attentif à leurs arguments, touché par l'histoire de la librairie et le désarroi de ses occupantes. Il leur expliqua les contraintes du projet, mais promit de chercher des alternatives, d'étudier la possibilité de préserver au moins la façade, voire d'intégrer la librairie au nouveau complexe. Au fil des réunions de travail, des discussions parfois passionnées mais toujours respectueuses, Isabelle découvrit un homme droit, veuf depuis quelques années, père d'une adolescente prénommée Clara avec qui les relations semblaient compliquées. Il comprenait, à demi-mot, les blessures cachées, les batailles silencieuses. Une estime mutuelle s'installa, bientôt troublée par une attirance plus personnelle, discrète mais palpable, qui effrayait autant Isabelle qu'elle l'intriguait. Un après-midi, alors qu'elle rentrait d'une course, son cœur manqua un battement. Garée devant une boutique de luxe de l'autre côté de la rue, une voiture de sport rutilante. À son volant, riant aux éclats avec une femme blonde et élégante à ses côtés, elle reconnut Baptiste. Son frère. Il ne l'avait pas vu. Il rayonnait de succès et d'arrogance, le même air suffisant qu'autrefois, mais amplifié par la richesse évidente. La vision fut comme un coup de poignard en plein cœur, ravivant une colère et un sentiment d'injustice qu'elle croyait enfoui. Quelques jours plus tard, une ancienne voisine de ses parents, croisée par hasard au marché, lui apprit, avec une admiration non dissimulée, que Baptiste gérait brillamment la fortune familiale, et que Charles et Monique étaient tellement fiers de sa réussite fulgurante. Isabelle encaissa, le sourire figé, le ventre noué. La vie continuait donc pour eux, dans l'opulence et l'indifférence. Le bonheur qu'Isabelle commençait à entrevoir avec Étienne portait déjà en lui ses propres ombres. Si l'architecte se montrait patient, doux et compréhensif, sa fille, Clara, une adolescente de 15 ans au regard sombre, voyait d'un très mauvais œil l'arrivée d'Isabelle et de sa fille dans la vie de son père. Chaque sourire d'Étienne pour Aurore, chaque moment de complicité partagé avec Isabelle, semblait attiser sa rancœur. Clara multipliait les piques, les silences hostiles, les portes qui claquent, testant la patience d'Isabelle et la solidité encore fragile du lien qui l'unissait à Étienne. La promesse d'un nouvel espoir était là, tangible, mais le chemin s'annonçait, une fois de plus, semé d'épines. La librairie, aux belles pages, baignait dans la douce lumière d'un après-midi de printemps. Isabelle, un léger sourire aux lèvres, conseillait une cliente hésitante tandis qu'Aurore, assise sagement à une petite table, dessinait avec application. Madame Geneviève, à son comptoir, triait des fiches. Une sonnerie de téléphone brisa soudain cette harmonie paisible. Madame Geneviève décrocha, son habituelle « librairie, bonjour », se transformant vite en une série de « oh, mon Dieu ». Mais comment est-ce possible, les pauvres? Son visage se décomposa, passant de la surprise à l'horreur. Isabelle sentit un frisson d'angoisse la parcourir. Elle connaissait cette expression, c'était celle que l'on réservait aux catastrophes. La cliente partie, Isabelle s'approcha doucement. « Madame Geneviève? Tout va bien ?» La vieille dame raccrocha lentement, la main tremblante. Elle regarda Isabelle, les yeux embués. « C'était Hélène, une ancienne voisine de tes parents », commença-t-elle d'une voix faible. Le cœur d'Isabelle se serra.
Ils sont ruinés, Isabelle. Complètement. Charles et Monique ont été expulsés de leur maison ce matin même. Baptiste? Baptiste a disparu. Isabelle resta figée, le souffle coupé. Madame Geneviève continua, relayant les mots horrifiés d'Hélène. Ce n'est pas un simple vol, ma chère. C'est une destruction méthodique. Pendant des années, Baptiste a siphonné leurs comptes, imité leurs signatures pour contracter des prêts monstrueux auprès de requins de la finance, hypothéquer tous leurs biens. Il a même vendu en secret des parts de l'entreprise de ton père, cette entreprise que Charles croyait florissante grâce à lui. Il les a laissés avec des dettes abyssales, des poursuites judiciaires qui les dépassent. Madame Geneviève marqua une pause, cherchant ses mots. Hélène dit qu'avant de vider la maison de tout ce qui avait de la valeur, jusqu'au moindre souvenir, il a même pris cette petite médaille de baptême en argent, celle que Monique avait réussi à récupérer et qu'elle gardait si précieusement. Un hoquet échappa à Isabelle. Cette médaille, le dernier lien tangible avec sa grand-mère, avec une once d'amour maternel. Et le pire, Isabelle, les derniers mots que Baptiste aurait jetés à tes parents, alors qu'il le suppliait, en larmes. Hélène les a entendus de sa fenêtre, vous n'avez été que des pantins utiles. Isabelle était peut-être un fardeau, mais vous êtes devenus des poids morts. La cruauté de la phrase, écho direct et monstrueux des paroles qu'il avait bannies 5 ans plus tôt, frappa Isabelle avec la violence d'un uppercut. Un maelstrom d'émotions contradictoires la submergea, une sombre et amère satisfaction de voir ses bourreaux punis par celui qu'ils avaient tant choyé, mais aussitôt balayés par une pitié poignante pour ces deux vieillards brisés, déchus. Et puis, la peur. Une peur viscérale. Que ferait-il? Chercherait-il à la retrouver? La simple idée lui glaçait le sang. Étienne, arrivé quelques minutes plus tôt pour chercher Aurore et passer un moment avec elle, avait tout entendu depuis l'entrée de la boutique. Il s'approcha, posa une main réconfortante sur son épaule, son regard exprimant un soutien sans faille mais aussi une inquiétude palpable à l'idée de l'avoir replongée dans ce passé toxique. Dans un coin, Clara, la fille d'Étienne, qui l'accompagnait, observait la scène avec une curiosité à peine dissimulée, un petit sourire mauvais flottant sur ses lèvres une fraction de seconde avant de disparaître. Madame Geneviève reprit, la voix lasse. Hélène a ajouté un dernier détail. Il semblerait que Baptiste, dans sa fuite, ait été aperçu se dirigeant vers Porfréville, une petite ville côtière connue pour être un repère de type peu recommandable. Il aurait dit à quelqu'un vouloir refaire sa vie loin de tous ces idiots. Un ricanement méprisant, même rapporté, qui acheva de peindre le portrait d'un monstre sans remords. La nouvelle laissa Isabelle chancelante, le sol semblant se dérober sous ses pieds. Son frère, le destructeur, était dans la nature, impuni et dédaigneux, tandis que ses parents, artisans de son premier exil, étaient désormais eux-mêmes des parias. Et elle, Isabelle, se retrouvait au centre d'une tempête qu'elle n'avait pas choisie, son fragile bonheur à nouveau menacé par les démons de son passé. L'hiver s'était abattu sur la ville, mordant et implacable. Ce soir-là, une tempête faisait rage, le vent hurlant dans la cheminée de la petite loge, devenue au fil des ans un véritable foyer chaleureux, en partie grâce aux améliorations qu'Étienne y avait apportées, signe tangible de leur amour grandissant. Isabelle et Aurore partageaient un moment de complicité tranquille, la mère lisant une histoire à sa fille emmitouflée dans une couverture. Soudain, des coups violents et désordonnés ébranlèrent la porte de la librairie, qui communiquait avec leur logis. Un frisson parcourut Isabelle. Ces coups n'annonçaient rien de bon. Elle demanda à Aurore de ne pas bouger et se dirigea, le cœur battant, vers la porte de la boutique. Lorsqu'elle ouvrit, la bourrasque glaciale faillit la renverser. 2 silhouettes encapuchonnées, trempées et courbées sous le vent, se tenaient sur le seuil. L'une d'elles, la plus grande, s'affaissa lourdement, tombant à genoux sur le paillasson. C'était un homme. Il sanglotait, des hoquets déchirants secouant son corps voûté. L'autre silhouette, plus frêle, releva lentement sa capuche. Isabelle retint un cri. Monique. Sa mère. Vieillie de 10 ans, le visage creusé par la fatigue et le désespoir, les yeux rougis et vides. Dans sa main, elle serrait un sac en plastique dérisoire, contenant sans doute leur dernière possession. L'homme à terre, c'était Charles, son père, autrefois si droit, si arrogant, maintenant une épave humaine incapable de la regarder. Isabelle.
La voix de Monique n'était qu'un souffle rauque, presque inaudible. C'est tout ce qu'il nous reste. Baptiste, il nous a tout pris. Nous n'avons plus personne. Aide-nous, je t'en supplie, aide-nous. Elle ne demandait pas pardon, seulement grâce. Réveillée par le tumulte et les voix inhabituelles, Aurore apparut dans l'embrasure de la porte de la loge, ses petits pieds nus sur le carrelage froid, frottant ses yeux ensommeillés. « Maman? Qu'est-ce qui se passe ?» Son regard d'enfant passa des deux silhouettes misérables à sa mère. Puis, s'adressant à Monique avec une curiosité dénuée de jugement, « Pourquoi tu pleures, madame? Et pourquoi le monsieur, il est par terre? Il est malade ?» L'innocence de ces questions, dans ce décor de drame absolu, eut l'effet d'un électrochoc. Charles releva un instant la tête, son visage ravagé croisant le regard pur de sa petite fille inconnue, et ses sanglots redoublèrent. Monique resta muette, les larmes coulant silencieusement sur ses joues terreuses. Isabelle sentit la colère initiale, ce vieux ressentiment brûlant, refluer pour laisser place à un vide immense, une sorte de vertige. Devant elle, ce n'étaient plus ses bourreaux, mais deux êtres à la dérive, broyés par celui qu'ils avaient tant idolâtré. Les cicatrices de son âme étaient toujours là, douloureuses, mais la haine pure s'était évanouie face à leur détresse. C'est à ce moment qu'Étienne, prévenu par un message inquiet d'Isabelle quelques minutes plus tôt, arriva par l'arrière-boutique. Il évalua la scène d'un coup d'œil, son visage se fermant légèrement en voyant les parents d'Isabelle. Il s'approcha d'elle, lui prit la main, un geste de soutien indéfectible. Son regard, cependant, était clair, « C'est ta décision, Isabelle. Mais pense à toi. Pense à Aurore. » Alors que Charles tentait péniblement de se relever, soutenu par Étienne, Monique s'agrippa au bras d'Isabelle, ses yeux brillant d'une lueur fiévreuse, presque folle. « J'ai toujours su, Isabelle, au fond de moi, pour Baptiste. J'ai vu sa cruauté grandir, sa manipulation. Mais ton père, il refusait de voir. Il était tellement aveuglé par son fils. Et moi? » Sa voix se brisa. « Moi, j'avais si peur de le perdre aussi, si peur de me retrouver seule. Alors j'ai fermé les yeux. J'ai étouffé ma conscience. J'ai sacrifié ma fille pour protéger l'illusion d'une famille parfaite, pour ne pas affronter la vérité sur mon fils chéri. » Elle haletait, les mots se bousculant. Cette peur, Isabelle, elle ne venait pas de nulle part. Ma propre mère, elle avait rejeté ma sœur, ta tante que tu n'as jamais connue, pour une prétendue erreur de jeunesse. Et ma sœur en est morte de chagrin, de honte. J'ai grandi avec cette terreur. Et j'ai refait la même erreur. Mon Dieu, j'ai refait la même maudite erreur. La confession tomba dans un silence de plomb, Charles la fixant, abasourdi, comme s'il entendait ces mots pour la première fois. Cette révélation brutale, ce miroir brisé de lâcheté et de douleur transmise, laissait Isabelle pantelante, face à un abîme de secrets familiaux qui redéfinissait toute son histoire. La confession de Monique avait laissé l'atmosphère lourde, chargée d'une vérité amère et de décennies de non-dits. Après avoir installé ses parents exsangues sur le canapé de la librairie, la loge étant bien trop petite, Isabelle s'était longuement entretenue avec Étienne, pesant chaque mot, chaque conséquence possible. Aider ses parents? La simple idée ravivait des douleurs anciennes, mais les abandonner à leur sort lui était, après la révélation de sa mère, encore plus insupportable. Cela risquait de dynamiter sa relation naissante avec Étienne, d'exposer Aurore à des tensions inutiles, de donner à Clara, la fille d'Étienne, de nouvelles munitions pour la saper. Madame Geneviève, avec sa sagesse bourrue, l'avait mise en garde, le pardon est une chose, Isabelle, l'oubli en est une autre. Et la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ne te sacrifie pas inutilement. Mais Isabelle sentait confusément que ce choix n'était pas seulement question de charité, mais d'une tentative de briser un cycle, de trouver une paix, même relative, pour elle-même et peut-être pour eux. Le lendemain matin, le visage grave mais la voix ferme, Isabelle exposa sa décision à Charles et Monique, encore hébétés. Elle acceptait de les aider, mais à des conditions strictes, non négociables. Premièrement, vous entamerez tous les deux une thérapie, individuelle au moins. Vous avez besoin d'aide pour comprendre ce qui s'est passé, et ce que vous avez fait. Deuxièmement, vous travaillerez. Madame Geneviève et moi, nous vous trouverons des petits boulots ménage, courses,
manutention à la librairie. Vous contribuerez, même modestement. Troisièmement, vous écrirez chacun une lettre à Aurore, une lettre qu'elle lira à ses 18 ans, où vous expliquerez votre histoire, vos erreurs, vos regrets. Et enfin, vous ne vivrez pas avec moi. Je vous aiderai à trouver une chambre meublée, mais c'est tout. Un silence pesant suivit. Charles, le visage fermé, semblait sur le point d'exploser, l'humiliation se lisant dans ses yeux. Monique, elle, baissa la tête, acquiesçant silencieusement, comme si elle s'attendait à pire. La décision la plus douloureuse pour Isabelle concernait l'aspect financier. Pour payer la caution d'une chambre et subvenir à leurs premiers besoins, elle n'avait d'autre choix que d'utiliser les économies qu'elle et Étienne avaient patiemment accumulées. C'était l'acompte pour une petite maison avec un jardin, leur rêve pour offrir plus d'espace à Aurore, pour peut-être fonder véritablement leur famille recomposée, malgré les humeurs de Clara. Quand Isabelle en parla à Étienne, la mort dans l'âme, il ne cacha pas sa déception, ni ses craintes. « C'est un lourd sacrifice, Isabelle. Es-tu sûre de vouloir porter ce fardeau ?» Mais devant sa détermination, il céda, admiratif malgré tout de sa force de caractère et de son courage. « Fais ce que tu dois faire, » lui dit-il en la serrant dans ses bras. « Je suis là. » Clara, témoin muette de leur conversation, ne fit aucun commentaire, mais son regard ironique en disait long sur son mépris de la situation. Les premières semaines de cette cohabitation forcée furent une épreuve. Charles, rongé par l'humiliation de devoir effectuer des tâches qu'il jugeait dégradantes, était revêche, critique. Monique, écrasée par la culpabilité, se faisait transparente, redoutant chaque regard, chaque parole. L'atmosphère dans la petite chambre qu'Isabelle leur avait trouvée non loin de la librairie était souvent irrespirable. Mais, peu à peu, à travers des discussions difficiles, parfois houleuses, initiées par une Isabelle qui ne lâchait rien, et surtout grâce à la présence lumineuse et innocente d'Aurore lors de courtes visites surveillées, une infime brèche apparut. La petite fille, sans rien comprendre des drames d'adultes, leur offrait des sourires, des dessins, une affection spontanée qui désarmait ses grands-parents. Un jour, Charles, en aidant Isabelle à ranger des cartons à la librairie, se mit à parler, pour la première fois, de sa propre enfance difficile, de la dureté de son propre père, non pour s'excuser, mais comme pour livrer une pièce manquante du puzzle de sa vie. Isabelle écouta, sans juger, sentant qu'un verrou venait, peut-être, de sauter. Alors qu'un semblant de routine précaire s'installait, qu'Isabelle osait espérer une accalmie, la menace ressurgit, plus insidieuse encore. Un homme mal rasé, à l'allure douteuse, se présenta un soir à la librairie, demandant à parler à Isabelle, de la part de Baptiste. Son sang se glaça. L'homme, un intermédiaire aux ordres de son frère, lui transmit le message. Baptiste, ayant appris par d'anciens contacts que ses parents avaient trouvé refuge chez elle et qu'elle menait une vie stable avec un nouvel homme, exigeait de l'argent. Beaucoup d'argent. En échange de son silence. Si elle refusait, il menaçait de révéler des secrets compromettants sur son passé, qu'il inventerait de toutes pièces, à Étienne, de salir sa réputation, et même de s'en prendre physiquement à ses parents, ces poids morts, qui, selon lui, ne méritaient que son mépris. Le chantage était abject, le danger palpable. La paix, si chèrement négociée, semblait à nouveau n'être qu'une illusion. Face au chantage abject de Baptiste, Isabelle ne trembla pas. La peur viscérale qu'il avait autrefois inspirée s'était muée en une froide détermination. Elle n'était plus la jeune fille brisée, mais une femme, une mère, qui avait âprement lutté pour sa paix. Soutenue par un Étienne protecteur et une Madame Geneviève indignée mais combative, elle refusa de céder. L'intermédiaire de Baptiste, venu chercher une réponse, repartit les mains vides, non sans avoir été subtilement enregistré par un dictaphone dissimulé. Forte de cette preuve et des menaces explicites, Isabelle, accompagnée d'Étienne, se rendit à la police. Le commissaire, en découvrant le dossier déjà existant sur les fraudes de Baptiste, prit l'affaire très au sérieux. Isabelle avait choisi la confrontation, la lumière, et non plus la fuite ou la soumission. Elle se battait, enfin, avec les armes de la justice. Quelques mois plus tard, la nouvelle tomba, presque irréelle. Baptiste avait été arrêté à l'étranger, alors qu'il tentait de monter une nouvelle escroquerie. Son extradition fut rapide. Confrontés à la possibilité de lui rendre visite en prison, Charles et Monique,
après une longue et douloureuse discussion, prirent une décision qui scella leur transformation, ils refusèrent. Pour la première fois de leur vie, ils choisissaient clairement leur fille, tournant le dos à celui qui avait été la source de tant de malheur, reconnaissant implicitement leurs erreurs passées. Ce refus fut, pour Isabelle, plus éloquent que tous les discours de repentance. Les années s'écoulèrent, apportant avec elles une nouvelle harmonie, fragile au début, puis de plus en plus solide. Charles et Monique vivaient modestement dans leur petite chambre, mais avec une dignité retrouvée. Leur relation avec Isabelle s'était patiemment reconstruite, faite de respect mutuel, d'efforts constants et d'un pardon tacite, jamais formulé mais présent dans les gestes du quotidien. Ils étaient devenus des grands-parents présents, quoique discrets, pour Aurore, lui offrant une affection maladroite mais sincère. Charles, après une période de profond abattement, avait trouvé une forme de paix en s'investissant dans le bénévolat auprès d'une association d'aide aux surendettés, comme pour expier ses propres aveuglements passés. Monique, elle, avait retrouvé, lors de la liquidation des quelques biens saisis de Baptiste, la petite médaille de baptême en argent, jetée parmi d'autres, babioles sans valeur. Avec une émotion solennelle, lors d'un Noël particulièrement doux, elle l'avait remise à Aurore, refermant ainsi une boucle douloureuse de l'histoire familiale. Même Clara, l'adolescente ombrageuse, avait fini par baisser la garde, touchée par la résilience d'Isabelle et la joie simple qu'Aurore apportait dans leur foyer. Isabelle et Étienne s'étaient mariés, une cérémonie simple et joyeuse dans le jardin de la librairie, entourés de leurs amis et de cette famille redéfinie. Ils n'avaient toujours pas la grande maison avec jardin de leurs rêves initiaux, mais leur appartement, au-dessus de la librairie que Madame Geneviève leur avait finalement cédé en prenant une retraite bien méritée, était rempli d'amour, de rire et de l'odeur des livres. Poussée par son expérience et un désir profond d'aider, Isabelle avait repris des études. Elle était devenue assistante sociale, se spécialisant dans l'accompagnement des jeunes mères célibataires en difficulté, transformant ses propres cicatrices en une source de force et de compréhension pour les autres. Elle n'était plus une victime, mais un phare. Ce fut lors du 12e anniversaire d'Aurore que la plénitude de ce long cheminement apparut à Isabelle dans toute sa lumineuse évidence. Une petite fête simple avait été organisée dans le jardin fleuri de la librairie, baignée par le soleil d'un après-midi de juin. Charles et Monique étaient là, leurs visages apaisés rayonnant d'une douce fierté en regardant leur petite fille. Étienne, à ses côtés, lui serra tendrement la main. Clara, désormais une jeune femme souriante, aidait Aurore à déballer ses cadeaux. Après le gâteau, Aurore, les joues roses d'excitation, se leva et lut un poème qu'elle avait écrit, des mots simples et touchants sur le courage, l'amour qui guérit et la force de recommencer. Isabelle l'écoutait, les larmes emplissant ses yeux, mais celle-ci n'avait plus le goût amer du chagrin, seulement la douceur de l'émotion pure. Elle avait non seulement survécu à l'abandon et à la trahison, mais elle avait réussi à briser le cycle infernal de la douleur, tissant pour sa fille un héritage nouveau, fait d'amour inconditionnel, de résilience et d'un pardon choisi, libérateur. En regardant le visage radieux d'Aurore, elle sut qu'elle était enfin en paix. L'aube, après la longue et terrible nuit, s'était bel et bien levée, éblouissante et pleine de promesses.